Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Vous êtes bien sûr Public Sénat, c'est Terrain Politique, notre émission événementielle au cœur des territoires. Cette fois, nous sommes avec Jean-Pierre Raffarin en Poitou-Charentes, dans le département de la Vienne, à Chasseneuil-du-Poitou, au Futuroscope, dans la cité du numérique. Merci d'ailleurs au Futuroscope de nous accueillir dans ce merveilleux décor. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre, sénateur de la Vienne. Vous aimez bien vous retrouver en fait ici, Chasseneuil-du-Poitou, c'est chez vous? C'est la commune où j'habite. Vous êtes bienvenue au Futuroscope, dans le département de la Vienne et, si Alain Claes me le permet, dans l'agglomération de Poitiers. Voilà, alors on sait aussi que vous aimez beaucoup voyager, la Chine, vous y allez souvent, le Québec encore récemment, vous avez donné quelques cours. Et puis vous étiez ce week-end à Montreux, au sommet de la francophonie, où vous avez accompagné le président de la République. Vous l'avez vu un peu tranquillement Oui, j'ai fait le voyage avec lui et donc j'étais avec lui toute la journée d'hier. Vous l'avez trouvé comment? Assez détendu malgré tout. J'ai le sentiment quelque part que le vote du Sénat avait un peu allégé l'atmosphère. Alors justement, ce rendez-vous évidemment tombe très bien, beaucoup d'actualités, crise sociale, situation politique pas forcément évidente pour la majorité. Bref, on est ensemble en tout cas une petite heure pour évoquer beaucoup ce sujet et cette actualité, mais aussi d'autres sujets. Nous avons également sur ce plateau beaucoup d'autres invités qui vont nous rejoindre. Alain Claes, notamment, député maire socialiste de Poitiers. Et donc on va démarrer par cette actualité, réforme des retraites. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, selon vous, qu'on est peut-être en fin de crise? Cela dit, quand on regarde quand même notre pays, il y a encore des manifestations prévues, il y a des problèmes d'essence. Quel pronostic, quel diagnostic vous faites? Je ne crois pas qu'on soit en fin de crise. Je pense qu'on est en fin de processus législatif. C'est la démocratie parlementaire qui s'est exprimée. Je pense qu'il faudra reprendre le dialogue avec les forces sociales, avec les syndicats pour trouver les moyens de renouer un dialogue social dans le pays. Ce ne sera pas simple, je pense que c'est nécessaire. Et sur un texte aussi important que ça, les représentants du peuple, que sont les députés et les sénateurs, s'expriment. Mais il faut surtout éviter qu'il y ait le sentiment dans le pays qu'il y ait la victoire des uns contre les autres. Un pays ne vit que par sa cohésion sociale. Il est temps de recoudre un peu notre tissu social. Alors Jean-Pierre Raffarin, justement, il y a ce qui se passe au Parlement. On est plutôt en fin de course avec la commission mixte paritaire. Et puis il y a aussi ce qui se passe dans le pays, dans la rue, avec des grèves, des manifestations. Nous avons d'ailleurs invité sur ce plateau Stéphane Séjourné. Vous êtes étudiant à Poitiers. Vous êtes membre de l'UNEF, oui. Vous êtes en grève, vous êtes plutôt en vacances, plutôt en ce moment, vous étiez en grève j'imagine. Voilà, les vacances ont commencé pour la faculté de Poitiers, mais je voudrais revenir sur un point. Aujourd'hui on entend au gouvernement... Oui, vous adressez à Jean-Pierre Raffarin. Voilà, on entend au gouvernement notamment que les jeunes ne seraient pas légitimes dans cette contestation. Notamment on est pénalement responsable à 13 ans, on peut faire de l'apprentissage à 14 ans et puis à 16 ans, pour ce qui concerne les lycéens notamment, et puis les étudiants plus généralement, on ne serait pas responsable politiquement, on n'aurait pas le droit d'avoir une conscience politique. Aujourd'hui les étudiants et les lycéens sont dans la rue. Ils expriment leurs inquiétudes face à la retraite. Je pense qu'on peut être au moins d'accord sur le fait qu'on a besoin d'une réforme. Ça, je pense que le syndicat, en tout cas que je représente, l'UNEF, en est conscient. Ce que nous, en tout cas, on décrit, c'est une réforme qui est injuste, qui précarise la jeunesse et qui va savoir. Alors, on va laisser répondre Jean-Pierre Raffarin tout de même. Non, mais je trouve ce que dit Stéphane est important sur la prise de conscience. C'est vrai que moi j'admets tout à fait qu'évidemment que les jeunes ont des choses à dire et que ce que disent les jeunes... Ce qui n'est pas le cas pendant les mobilisations. Oui, dans les polémiques, non, mais je pense qu'il faut parler avec modération sur ces sujets, parce qu'on connaît tous les sensibilités dans le pays qui sont à vif. Il est clair que les jeunes ont le droit de s'exprimer et que la vie des jeunes est très important. J'ai moi-même créé un conseil régional de jeunes quand j'étais président de région, donc les lycéens, je pense que c'est important. Cela dit, moi je vais vous dire une conviction, qui est la mienne. Je suis professeur au Canada et je fais le même cours en Chine. Je vois les systèmes éducatifs. Je peux vous dire, c'est mon sentiment, ce n'est que mon sentiment. Mais pour votre avenir, il me semble que cette réforme des retraites aura moins d'impact que la qualité de votre formation par rapport à vos vrais concurrents
qui sont les jeunes Chinois, les jeunes Indiens et les jeunes Américains. Partout dans le monde, on cherche à travailler mieux, à faire en sorte que les profs soient complètement impliqués auprès de leurs élèves, que leurs élèves soient complètement impliqués avec les profs. Mes étudiants du Canada, ils ont mon portable, ils appellent, ils se pompent tout pour les profs. Il y a une mobilisation mondiale sur la matière, sur la formation. Je ne voudrais pas que la France donne le sentiment d'une démobilisation et que finalement, ce n'est pas dans la rue qu'on forge son avenir. Votre réponse, ensuite on va avancer. Non, si les jeunes aujourd'hui se mobilisent, c'est qu'il y a un vrai enjeu de société sur cette réforme des retraites, M. Raffarin. Mais ce n'est pas la société, c'est les jeunes Chinois, les jeunes Indiens. Comparez vos formations avec tous ces jeunes qui arrivent sur les marchés partout dans le monde. Les jeunes Indiens, là, je vous parle concrètement de la vie quotidienne des Français et ce que va devenir la retraite des jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous sentez angoissé parce que vous avez l'impression que vous aurez plus de mal à trouver un emploi, c'est ça que vous voulez dire? Clairement, cette réforme des retraites, qu'est-ce qu'elle va arriver Mais une grève de jeunes, qu'est-ce que ça a comme sens? Attendez, laissez-moi finir. Report de l'âge à 62 ans. C'est d'autant moins d'emplois qui se seront libérés pour les jeunes à la fin pour le départ en retraite, en tout cas, des futurs retraités. C'est d'autant moins, moi je suis syndicaliste étudiant, je suis pour la massification des études, je suis pour que plus en plus de personnes, en tout cas d'étudiants, puissent continuer leurs études très largement, à bac plus 5, bac plus 6. À condition de travailler quand même. Hein. Bac plus 6, à condition d'avoir de l'emploi derrière. Et je reviens sur mon argument. Hein. Je reviens sur mon argument. Sans travail, il n'y a pas d'emploi. Je reviens sur mon argument. Donc cette réforme des retraites, elle pose la question plus généralement de l'emploi des jeunes. 24% des jeunes au chômage aujourd'hui. Vous ne réglez rien avec ce problème de retraite. Vous pensez que c'est forcément corrélé à l'âge de départ à la retraite? Alors, il y a une statistique qui est claire, notamment de la DARES, 95% des emplois qui seront libérés demain par le départ en retraite conditionneront les emplois des jeunes. Donc, on est sur une vraie réalité aujourd'hui sur ce terrain. Les emplois, en tout cas, je vais vous dire ce que je pense. D'accord. Demain, vous allez manifester, Stéphane? Demain, on manifestera, comme on manifestera à la fin. Mais vous pensez déboucher sur quoi? Manifestement, le gouvernement va partir ce projet qui est maintenant voté. Ah ben, attendez. Pour l'instant, on n'est pas on ne fait pas de plan sur la comète. Nous, on est contre cette réforme et on le réaffirme. Après, c'est justement au gouvernement de prendre ses responsabilités sur le dialogue social. Je pense qu'on a envoyé des courriers localement à l'UMP, donc à l'UMP, à la Fédération de la Vienne, pour débattre. On a une fin de non-recevoir. Le président de l'UMP national a envoyé des courriers On a des propositions sur les retraites. On a des propositions, notamment sur la formation, sur les prises en compte de formation, de la durée de cotisation, notamment sur les périodes de stage. Je pense que c'est important que l'UMP prenne conscience, en tout cas, que la retraite ne se fera pas sans les jeunes et c'est aussi une question de jeunes. Merci en tout cas d'être venu ici. Merci de votre témoignage. On va enchaîner notamment avec vous, Alain Claes. Est-ce que vous sentez, je dirais, dans le pays, une forme de blocage toujours ? Ou est-ce que vous avez l'impression tout de même qu'il n'y aurait pas forcément des débouchés? Qu'est-ce que vous attendez, je dirais, des jours et des semaines qui viennent? Il y a le calendrier parlementaire. Mais ce que je ressens dans le pays aujourd'hui, au-delà des retraites, c'est un sentiment profond d'injustice. Je crois que les générations qui ont défilé ces dernières semaines, il y avait 3 générations qui défilaient, c'était un sentiment d'injustice de ce quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et Jean-Pierre Raffarin avait raison. Il disait tout à l'heure, il faut renouer le dialogue. Je crois que l'erreur profonde de ce projet de loi, c'est que le dialogue n'a pas été noué. Il y a eu d'autres réformes en France qui ont nécessité des mois et des mois de discussion. Vous dites, il y a le problème de fond, mais il y a aussi un problème de méthode, Jean-Pierre Raffarin. Oui, si vous permettez. Il y a cette absence de dialogue. Et je crois que c'est le péché originel de ce projet de loi. Et puis l'injustice, elle existe. Et je crois que le Sénat l'a bien montré. Elle n'est pas financée. Et puis, je voudrais dire à Jean-Pierre Raffarin, les sénateurs sont toujours pertinents. Ils ont voté. Ça commence mal quand ça commence comme ça. Ils ont voté ces derniers jours un amendement. Alors je ne sais pas si cet amendement vient du gouvernement ou vient d'une partie de la majorité. Qui dit quoi? Il dit qu'il faudra reprendre les choses en 2013. C'est-à-dire en 2013, il faudra renégocier le système de retraite. Ce qui prouve que ce projet de loi, au-delà de l'injustice, au-delà de l'absence de dialogue, on sait tous très bien, et Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, le sait mieux que quiconque, ce projet de loi n'est pas financé. Et je pense que ces 3 sujets font que
je ne vois pas aujourd'hui dans quelles conditions il y aura une sortie de crise dans de bonnes conditions. Alors, dans ce qui vient d'être dit par Alain Claes, on a des points de diagnostic et d'accord qui sont vrais. C'est vrai que la crise économique d'une brutalité incroyable a provoqué un certain nombre d'injustices, d'écarts de rémunération, des choses qui choquent profondément l'opinion. Nous sommes dans une crise mondiale très puissante. Je pense que sur ces sujets, il faut que le gouvernement soit davantage attentif aux déchirures sociales. Je pense que... Est-ce que ça implique, je dirais, en imaginant que cette crise se termine tout de même, un changement de cap derrière ? Je pense changement de politique même ? Je pense que la cohésion sociale doit redevenir au premier rang des priorités gouvernementales. On le voit dans le cadre de la discussion du projet de loi aujourd'hui. Voilà, je pense que de toute façon, une réforme n'est jamais simple. Demander aux gens de travailler plus, c'est jamais simple. Et donc, il est normal dans un pays qu'elle s'en chauffe qu'il y ait de la protestation. Et il est clair que, de mon point de vue, il faut faire cette réforme. Et je le disais à Stéphane tout à l'heure, la jeunesse française est la seule jeunesse, une partie d'entre elles, au monde à penser que la grève est une bonne solution pour l'emploi de demain. Je pense vraiment que c'est une situation qui est un peu dans notre caractère national. Sur la question posée par Alain Claes, sur la réforme systémique, j'ai d'ailleurs noté, celui qui n'est pas un ami intime de moi-même, qui est Jacques Attali, il fait la même proposition. Ce qui est clair, c'est que les systèmes financiers de retraite, c'est-à-dire le financement et les équations financières, il faut les revoir tous les 4-5 ans en fonction du taux d'emploi, de la démographie, et donc de la croissance. Donc il faut faire des réévaluations. Et c'est vrai que ce qu'on a appelé la réforme systémique, c'est-à-dire qu'on va reposer la question par la réforme à points, c'est un sujet qui donne le sentiment qu'on pourrait changer de système le moment venu. Il se trouve que si on devait changer de système, je te rassure, monsieur le député maire, ça veut dire qu'il faudrait changer, il faudra au moins 10 ans pour mettre un nouveau système. Ça veut dire qu'on est là au-delà de 2020. Mais personnellement, je ne crois pas forcément le système à points très accessible aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut travailler sur le financement du système de retraite tel que nous l'avons fait déjà en 1993 avec Édouard Balladur, comme je l'ai fait en 2003, comme nous l'avons fait pour les régimes spéciaux en 2007, comme nous le faisons maintenant en 2010, et qu'il faudra en effet, autour de 2018, reposer l'équation, parce que personne ne peut dire aujourd'hui quelle sera la démographie de l'emploi à l'horizon 2018. Alors justement, on va regarder, puisqu'on parle vraiment concrètement des retraites, ce reportage réalisé d'ailleurs la semaine dernière dans la région, reportage signé Thomas Raguet. On a voulu illustrer 2 points qui ont largement été débattus au Parlement, à la fois la situation des femmes, vous allez voir Annie à Montanisey, et puis la pénibilité, Christian à Châtellerault. On regarde ce reportage. Maggie, ma fille, Steve, mon beau-fils. À 64 ans, Annie Fostier est une maman épanouie. Mon fils et Karen, ma belle-fille. Une vie de famille dont elle a fait sa priorité en s'arrêtant de travailler 15 ans pour élever ses enfants. Sur un plan professionnel, Annie a connu une carrière discontinue, changeant régulièrement de travail pour suivre son mari. À 1 an de la retraite, l'heure est au bilan et le constat est plutôt douloureux. C'est un résumé de ma carrière de travail, donc, qui se résume à une vingtaine d'années. Si je m'étais arrêtée à 60 ans, j'aurais touché 71,68 € par mois. Donc j'ai opté d'aller jusqu'à 65, où le résultat est un peu meilleur. 390 €, une petite retraite due en grande partie aux années qu'Annie a consacrées à l'éducation de ses enfants. Des années qu'elle ne regrette surtout pas, mais qui, avec le recul, ont un goût de sacrifice. Le bénéfice que ça engendre au niveau plan familial, une stabilité pour les enfants, même pour le mari qui peut pleinement vivre sa vie au travail, c'est pas très très reconnu et peut-être que là on pourrait être un peu plus royal avec nous. Annie n'aura pas besoin de travailler jusqu'à 67 ans, une chance car comme de nombreux seniors, elle est au chômage et son indemnisation prend fin prochainement. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Christian Gigot, lui, a 58 ans, dont 30 passés aux fonderies du Poitou. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son médecin du travail. Les pièces sont volumineuses? Ça varie entre, je dirais, 8 kg et 15 kg. Des charges lourdes, des mouvements répétitifs, un travail pénible qui n'est pas sans conséquences. J'ai des problèmes aux épaules, aux coudes, aux poignets. Je me réveille la nuit avec des fourmis dans les mains. Donc des problèmes articulaires? Articulaires, oui. Une condition physique en baisse, un moral en berne.
Christian ne dort plus sans antidépresseurs. Avec la réforme, il devra pourtant travailler plus longtemps. Mon année de naissance me fait faire 8 mois de plus et c'est très dur. Bien sûr, je n'ai pas le choix, je devrais aller au bout, mais ça sera très très dur parce que là, déjà depuis 5-6 ans, franchement, j'ai plus envie d'y venir, quoi. La pénibilité devrait être prise en compte pour l'âge de la retraite, quoi, qu'on prenne en compte ce facteur-là, quoi. Pénibilité du travail, éducation des enfants, des modes de vie choisis ou subis qui, pour Annie et Christian, ne sont pas encore assez reconnus. Jean-Pierre Raffarin, donc vote solennel mercredi, donc cette semaine. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on pourrait éventuellement encore modifier ce texte tant que, je dirais, les décrets ne sont pas encore parus? Est-ce qu'il y a encore un peu de marge possible ou pas? Je ne crois pas qu'il y ait de marge après la commission mixte paritaire, puisque après la commission mixte paritaire, seul le gouvernement peut amender un texte, le Parlement ne le peut plus. Donc je pense que nous voterons. Mais vous voyez, sur les 2 reportages que nous avons vus, il y a eu des améliorations à l'Assemblée nationale sur la pénibilité et au Sénat sur la question et des femmes et de la médecine du travail, qui va être réformée de manière à être plus attentive aux conditions de travail difficiles telles qu'on le voyait chez le salarié des fonderies. Je voudrais simplement dire que pour les femmes, il y a un sujet qui a été terriblement débattu et qui est très important. Au fond, il y a le problème de la maternité, mais si les retraites des femmes aujourd'hui sont plus basses que les retraites des hommes, c'est parce qu'on a un problème. À travail égal, il n'y a pas salaire égal dans notre pays. Et donc là, on a voté une pénalisation des entreprises pour les inégalités salariales. Alain Claes, sur ce point, est-ce que vous pensez qu'on peut encore pousser le gouvernement, de votre point de vue, encore une fois, à modifier le projet, à différer éventuellement les décrets? C'est quelque chose d'envisageable? Moi, ce que je souhaite, c'est que le dialogue puisse s'engager sur la pénibilité. Qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans le texte? Je crois que ceux qui nous regardent vont le comprendre facilement. C'est associer pénibilité à handicap. Il faudrait un handicap de 10 à 20% pour que le travail qu'on aura effectué toute sa vie soit reconnu pénible. Vous comprenez que c'est quelque chose d'inacceptable. Sur les 27 ans, qui est un sujet lourd, sur les 27 ans, comme l'a rappelé Jean-Pierre Raffarin, ça touche essentiellement les femmes. Pourquoi le gouvernement et Nicolas Sarkozy ont voulu à tout prix ne rien céder sur les 65-67 ans? Pour une raison simple, c'est que ça finance immédiatement, ça fait des rentrées d'argent immédiates. Ça ne règle pas durablement le problème des retraites, mais ça règle des problèmes financièrement. Vous pouvez vous adresser à Jean-Pierre Raffarin, quand même. Pardon? Vous pouvez vous adresser à Jean-Pierre Raffarin. J'ai bien compris que ça s'adressait en partie à moi. Vous me posez une question, je vous réponds. Oui, alors, sûr. sur la suite, c'est vrai que si le Sénat demain, le Parlement, l'Assemblée nationale, mercredi, vote la loi, ça sera de la seule responsabilité du président de la République de promulguer la loi. Et je crois que nous le redemandons une nouvelle fois, c'est que le président de la République évalue la situation. C'est vrai qu'il y a une démocratie représentative, mais il y a un mouvement profond dans le pays et un rejet profond dans le pays. C'est à lui d'apprécier les choses. Je pense que dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, il n'y aura pas de vainqueur. Et je crois que c'est de la responsabilité du président de la République, en tant que garant de nos institutions et garant de la solidarité nationale, d'évaluer cette situation. Et je pense qu'il est encore temps d'évaluer cette situation pour faire un certain nombre d'avancées. Dans tous les grands pays démocratiques, dans tous les grands pays où on a fait cette réforme de la retraite qui est nécessaire, il y a eu des débats. Il n'y a pas eu ce type de tension que nous rencontrons en France, alors qu'il y a un climat d'injustice. Et je voudrais dire à Jean-Pierre Raffarin, c'est sûr que la crise terrible que nous avons vécue a provoqué un sentiment d'injustice, mais aussi les mesures que le gouvernement a pu prendre depuis un certain nombre de mois ont renforcé ce sentiment d'injustice. On a beaucoup parlé de ce bouclier fiscal, mais ce bouclier fiscal, moi je le vois dans mes réunions de compte rendu de mandat, est terrible dans l'opinion aujourd'hui, car les gens se rendent compte d'une chose toute simple. Oui, on est prêt à faire des efforts. Jean-Pierre Raffarin, mais ils souhaitent que ces efforts soient légitimement partagés. Sur ce sentiment ressenti visiblement tout de même d'injustice,
à tort ou à raison, ça vous allez sans doute répondre. Qu'est-ce que peut faire et qu'est-ce que doit faire le président de la République? Très franchement, je crois que si on ne faisait pas cette réforme, on serait considérablement pénalisé pour l'avenir. Je vais vous le dire franchement, j'ai des sensibilités souvent proches du terrain. Je vois bien le mécontentement, je vois bien les mêmes personnes que rencontre Alain Claes, je vois bien les inquiétudes. Mais je me dis que si nous envoyons l'idée aux Français d'abord, au monde ensuite, que nous sommes incapables de prendre une réforme, incapables de financer nos systèmes de retraite, nous avons un système social les plus avancés du monde. Si nous ne sommes pas capables de le financer, ça veut dire effondrement. Or, le président de la République, il est face à cette nécessité de changement. Il n'est pas seul sur ce sujet. Très souvent, et c'est vrai que moi j'ai souvent exprimé aussi quelquefois des désaccords, des nuances, de la diversité dans la majorité. Mais sur ce sujet, mesurons bien que toute la majorité est soudée derrière le président de la République. Là, on a un vrai clivage politique entre une majorité qui est rassemblée. Tout le monde veut envoyer le message aux Français que la France est capable de se moderniser et quelquefois de pouvoir affronter une difficulté, travailler plus, des efforts pour pouvoir assumer son système social. Si à partir de jeudi, par exemple, il y a encore des manifestations, des dépôts d'essence bloqués, comme pas très loin d'ici, à La Rochelle, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra... Je pense que le président de la République est en contact permanent avec les syndicats. Je pense que l'ensemble des partenaires du gouvernement sont exposés avec des interlocuteurs sur la crise. Je pense que c'est à eux de trouver les solutions de sortie. À partir du moment où une loi est votée, ça devient une loi de la République. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut pouvoir trouver d'autres pistes de dialogue, trouver les sorties sociales, montrer que la cohésion sociale concrètement devient la priorité de ce gouvernement. Ce sera difficile, j'en conviens. Et ça, Nicolas Sarkozy, vous en avez parlé donc à Montreux, il vous a donné quelques signes? Moi, je pense que le président de la République ne peut pas reculer sur cette réforme. Et c'est une réforme aujourd'hui... Donc il vous a parlé de l'après peut-être? Ce que m'a dit le président de la République, je le garde pour moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que très souvent, sur beaucoup de sujets, on a le sentiment que c'est l'opinion personnelle du président qui domine. Sur ce sujet, dites-vous bien que c'est l'opinion de sa majorité. Une majorité qui a été élue démocratiquement, qui assume sa responsabilité. Donc il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Et je vais vous dire très franchement, on a des élections en 2012. Les Français feront ce qu'ils voudront. Ils choisiront. Nous sommes un grand pays démocratique. Une majorité a été élue pour mener une politique. Ce n'est pas la politique du Parti socialiste. Elle est respectable. Mais c'en est une autre. On a deux politiques. Nous avons été élus pour mener une politique. Nous menons cette politique et le moment venu, le peuple choisira. C'est ça un grand pays démocratique. C'est vrai. Jean-Pierre Raffarin a tout à fait raison. Le président de la République a été élu pour mener sa politique. Oui. Et sur cette retraite à 60 ans, le président de la République avait fait une déclaration à la suite de son élection. Il avait dit « J'ai été élu par les Français, je n'ai pas été mandaté pour remettre en cause la retraite à 60 ans. Donc je n'y toucherai pas. » Le Premier ministre, M. Fillon, dans son débat de politique générale, a repris cette problématique en disant « Nous n'avons pas été mandatés pour faire la réforme des retraites à 60 ans. » Donc, moi, je pense qu'entre le moment où le Parlement va voter, et c'est vrai qu'à partir du moment où le Parlement vote, je voterai contre mercredi prochain, il y a un temps que le président de la République... Quand les CRS, pardon, vous interrompt, délogent par exemple des blocages dans des dépôts, vous trouvez que c'est normal, par exemple il y a deux droits en France qui sont aussi légitimes l'un que l'autre. Le droit de grève et le droit de réquisition. C'est deux droits qui existent, je ne vais pas vous dire le contraire. Simplement, aux autorités de mener à bien un équilibre entre ces deux droits. Mais je dis qu'aujourd'hui, le président de la République a une possibilité encore. Si le pays reste bloqué entre le vote du Parlement et la promulgation de la loi, il y a un chemin pour le dialogue. Ce que dit le député maire de Poitiers sur les propos des uns et des autres n'est pas inexact. Mais... il le sait, membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, en 2003, nous avons voté une réforme sur la durée de cotisation, passant à 42 ans, avec des rendez-vous. Et les jeunes ont vite fait le calcul que s'ils entrent dans le travail à 25 ans, 42 ans, ils sont à 67. Donc on a pu dire, et des gens ont pu dire, que la réforme à 60 ans, on ne la remettrait pas en cause, ceci ou cela. En fait, à partir du moment où on allonge la durée de cotisation, on la met naturellement en cause. Or ça, c'est dans le texte de 2003. Est-ce que Jean-Pierre, permet juste un point. Est-ce qu'il faut augmenter la durée de cotisation? Les socialistes ont été très clairs. Oui. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est la double peine.
c'est quelqu'un qui a le nombre d'annuités de cotisation à 60 ans, soit obligé de travailler jusqu'à 62 ans pour rien. Donc voilà. Mais on sait bien que le problème aujourd'hui, c'est d'éviter que les gens partent à la retraite avec une retraite plus basse. Ils auront donc l'auto plein avec 42 ans de cotisation autour de 67 ans. Donc on peut discuter du symbole. Je respecte les symboles politiques. Je respecte les symboles politiques parce que le peuple adhère à un certain nombre d'idées et ces idées-là font partie de notre patrimoine politique. Donc je comprends bien le débat, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut faire cette réforme. Merci beaucoup Alain Claes, merci en tout cas d'être venu ici nous rejoindre. Jean-Pierre Raffarin, il y a un autre sujet qui suscite aussi de l'inquiétude, surtout chez les élus locaux, mais qui concerne évidemment aussi les citoyens, c'est la réforme territoriale. C'est toujours pas d'ailleurs réglé entre les députés et les sénateurs. Il y a des différences, notamment sur le mode d'élection du futur conseiller territorial, sur les compétences. Là aussi, la commission mixte paritaire doit se réunir le 3 novembre. Vous étiez d'ailleurs emparé dès le début de ce sujet. On va d'abord regarder, si vous le voulez bien, ce reportage réalisé pas très loin d'ici, dans la commune de Nintré. Nintré, 6000 habitants. Une commune qui va être obligée, vous allez le voir, de reporter des projets et de faire quelques sacrifices. Reportage signé Thomas Raguet. Nintré dans la Vienne, 6000 habitants. Ce matin, le maire de la ville fait le tour des bâtiments communaux. Des bâtiments que la mairie doit réhabiliter aux nouvelles normes environnementales. En projet, par exemple, un chauffage commun à tous les bâtiments. Des travaux d'envergure que n'a pas choisi la commune. Ce sont des obligations, bien entendu, pour rentrer dans la nouvelle réglementation qu'on appelle le Grenelle de l'environnement. Des travaux estimés à 600 000 €, 10% du budget de la commune, mais dont la réalisation est aujourd'hui incertaine pour Christian Michaud. Avec la réforme qui nous met des gros points d'interrogation en matière de sécurité de recettes, eh bien, nous hésitons beaucoup à nous engager sur ces. D'ailleurs, nous attendons les clauses de revoyure sur ces réformes, notamment de la taxe professionnelle, pour que nous voyions certains des recettes de façon à engager les travaux. Là, nous sommes devant la cuisine centrale. Suppression de la taxe professionnelle, baisse de la dotation générale de fonctionnement versée par l'État, le budget de la commune est plus incertain qu'avant selon le maire. La ville devra donc mettre certains projets entre parenthèses. Si la restauration de l'église a pu commencer, la réhabilitation des écoles construites dans les années 60, elle, attendra. Plus anecdotique, une piste de BMX prévue ici n'est pas sûre de voir le jour. Il faut comprendre que nous sommes dépendants sur ce budget, pour la moitié des recettes, de l'État et de la communauté d'agglomération qui seront impactés par les réformes. Pour Christian Michaud, comme pour son équipe municipale, le compte n'y est plus. On a bien compris qu'on n'aura plus d'autonomie, qu'on ne pourra plus rien faire. Parce que tout ce qui nous reste à faire, c'est d'essayer de maintenir ce qui existe. On ne peut pas faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Investir, c'est pas possible. Donc l'État, il veut nous empêcher de faire ce qu'il faut faire. Il faudra pourtant bien trouver de l'argent. Et c'est le contribuable qui risque de devoir mettre la main à la poche. Alors, Christian Michaud, merci de nous avoir rejoints. On vous a vu dans ce reportage. Je dirais, c'est la crise qui vous fait souffrir ou c'est l'abandon de la taxe professionnelle il y a un an dont vous estimez déjà subir éventuellement des conséquences? Vous pouvez dialoguer avec Jean-Pierre Raffarin sur cette question. Oui, Monsieur Raffarin, je profite de l'occasion qu'il me donnait pour exprimer tous les doutes qui nous habitent lorsqu'on est responsable d'un territoire et d'une commune, d'une petite ville de 6000 habitants. En effet, sur le budget de fonctionnement qui est à hauteur de 5 millions d'euros, 48% sont dépendants d'une recette qui n'est plus aujourd'hui sécurisée, extérieure à la commune, contrairement à ce que pense le contribuable. Nous n'avons pas suffisamment d'argent lorsque nous avons la taxe d'habitation. Il nous faut donc d'autres, au travers notamment, vous le savez bien, de la dotation générale de fonctionnement, dont on nous dit que l'augmentation ne sera plus financée. Il y a les dotations générales d'équipement dont on nous dit, compte tenu des 1700 milliards d'euros de déficit de l'État, qu'elles ne sont plus sécurisées non plus. Qui sont gelées, merci de le confirmer. Il y a aussi la compensation de l'État au travers de la réforme de la taxe professionnelle qui n'est plus sécurisée.
Il y a donc le constat est quand même assez sévère. Jean-Pierre Raffarin, oui, ça veut dire que ça va vous condamner à faire augmenter des impôts? Monsieur Leclerc, il est sévère. Je voudrais terminer en 2 mots. Il y a aussi les contrats aidés de l'État. Au total, pour une ville comme Nintré, c'est 400 000 €. Autrement dit, c'est 10% de notre budget, en gros 5 millions d'euros. Vous avez vite fait le calcul, monsieur Raffarin. Commune de 6 000 habitants, je rappelle, pour ceux qui nous regardent. Et par conséquent, qu'est-ce qui va arriver, si vous voulez, monsieur Leclerc, en 2 mots? C'est que nous n'allons plus avoir la possibilité d'investir. Autrement, on se trouverait en difficulté pour rembourser les emprunts qu'il nous faut pour investir. Alors que ce sont les collectivités qui font l'effort. Alors, Jean-Pierre Raffarin, donc c'était une illustration de ces difficultés. Vous avez les mêmes conclusions que moi, monsieur Raffarin. Pas forcément surtout, mais alors allez-y, Jean-Pierre Raffarin. Je pense que ce que dit monsieur le maire est exact. Hein. La réforme, les évolutions à la fois, le gel des dotations et à la fois la réforme, visent à faire des économies. Donc que les choses soient claires, c'est vrai que la situation est préoccupante. Mais d'abord, c'est la situation du pays. La situation du pays où nous avons un déficit. Moi, je suis passé, quand j'étais Premier ministre, d'un déficit budgétaire de 3,2 à 2,8 de la production intérieure brute. C'est-à-dire qu'il a fallu dire non à tout le monde pour passer de 3,2 à 2,8. Aujourd'hui, on est près de 8, il faut descendre à 6 en un budget, puis descendre à 3. Donc il va falloir faire des efforts considérables. Et je comprends l'État qui, naturellement, quand il dit, ça ne lui fait pas plaisir, qu'il ne va pas renouveler un fonctionnaire sur 2 de départ à la retraite, donc ça ne lui fait pas plaisir, il annonce ça. Et à côté de ça, on voit que les collectivités territoriales, il est vrai, plus les régions et départements que les communes, encore que les communautés de communes aient été celles qui ont recruté le plus dans ces 10 dernières années et qu'au fond, les dépenses de la décentralisation ont beaucoup augmenté. Je suis un décentralisateur, je reste un décentralisateur, ce qui m'a conduit à m'opposer à un certain nombre de textes au Sénat sur ces questions. Mais je pense quand même qu'il faut mesurer qu'on ne peut pas faire des économies au niveau de l'État, on baisse les dépenses au niveau de l'État et en même temps on augmente les dépenses au niveau local. Est-ce que cette réforme, cette fameuse réforme des collectivités territoriales va vraiment faire des économies? Je pense qu'il y a 22 milliards. Mais la réforme en tant que telle, elle impacte peu la commune parce qu'elle impacte surtout départements et régions. Ce qui impacte la commune, c'est ce qu'a dit monsieur le maire, c'est la réforme de la taxe professionnelle et les questions de dotation. Mais pour ce qui est de la réforme territoriale, c'est un rapprochement département et région. Il y a 22 milliards là au total, et c'est sur ces 22 milliards qu'il faut aller chercher une cagnotte d'amélioration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le département et la région, on le voit y compris en Poitou-Charentes, où il arrive qu'on se fasse concurrence. En Charente-Maritime, grand département touristique, il y a une politique départementale, une politique régionale. On voit que les départements s'occupent des collèges, que la région s'occupe des lycées, il y a des ingénieurs dans les 2 collectivités. On voit bien qu'il y aurait beaucoup de moyens à économiser si on rapprochait départements et régions. Ce qui a été choisi par le gouvernement, c'est de rapprocher départements et régions pour faire des économies sur le coût des compétences et de rapprocher communauté de communes et communes. Je vais revenir à la taxe professionnelle. Mais donc sur cette réforme-là, en fait, l'idée, c'est de trouver les marges d'avenir, y compris pour les communes, sur ces 22 milliards sur lesquels il y a beaucoup d'économies à faire. Et c'est vrai que les régions ont beaucoup recruté ces derniers temps et qu'il faudrait être sur ce sujet plus raisonnable. Et l'État ne veut pas accepter que lui fasse des économies et que les régions n'en fassent pas. Sur le plan de la taxe professionnelle, nous allons avoir le débat parce qu'on est encore en désaccord avec le gouvernement sur ces sujets. L'affaire n'est pas achevée parce qu'en effet, il y a une compensation qui est une compensation avec une nouvelle taxe, qui est une taxe sur la valeur ajoutée. Donc on va voir ce que ça donne pour les communes. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que les communes telles Nintré ne vont pas être pénalisées en ce qui concerne la nouvelle contribution par rapport à la taxe professionnelle. En revanche, pour les communautés de communes, nous manquons de simulation. Donc nous avons clairement dit à Madame Lagarde qu'on ne voterait pas cette partie-là du budget si nous n'avions pas les informations claires et nous voulons protéger les finances communales. Parce que là où je partage complètement l'avis de Monsieur le maire, c'est qu'en matière d'emploi et d'investissement, la France ne peut pas se passer de la dynamique communale. Il y a le département et région d'un côté, il faut faire des économies, il faut protéger les finances communales. Christian Michaud, un dernier mot rapide. Oui. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas gâcher au niveau de la chance qui nous est donnée actuellement. Il ne faut pas réformer pour réformer. Il faut réformer pour engendrer de la croissance, pour donner de l'emploi. Et quand on touche
à la capacité d'autofinancement des collectivités locales, on touche directement à l'emploi local. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner de l'emploi à tous mes concitoyens, à tous les administrés qui nous ont fait confiance à un certain moment. Et nous sommes en train, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous le dire, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes en train de faire une réforme contre-productive. Merci, merci en tout cas. Il faut éviter les déficits, faire de l'emploi à condition que ça ne soit pas financé par des déficits. Merci en tout cas Christian Michaud. Faire de l'emploi justement, parce qu'à Public Sénat on est aussi positif. On a d'ailleurs remarqué que vient de se décider l'ouverture. Je serais maire, je dirais la même chose que lui. L'ouverture par exemple d'un Center Park dans le département, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis autre projet, c'est évidemment la fameuse ligne TGV Tours-Bordeaux. On en parle avec vous, Louis-Roch Burgard. Vous êtes le directeur général de Vinci Concession. La semaine dernière, Réseau Ferré de France vient d'adopter le projet de concession. C'est plus de 7 milliards d'euros, c'est considérable. Bon, ça c'est une bonne nouvelle pour toute la région, non Jean-Pierre Raffarin? C'est une excellente nouvelle, c'est le plus grand chantier d'Europe et nous avons tenu à ce qu'il puisse se faire. Ça n'a pas été facile. Et il a fallu qu'un certain nombre d'élus se mobilisent fortement pour ce grand chantier. La Vienne a su avoir des grands chantiers. On a eu une grande centrale. Vous parlez du Center Park. 1000 emplois dans le Loup-du-Nez. 4500 personnes qui vont venir. En nombre de nuitées, l'équivalent du Futuroscope, dans le nord du département. On a fait un certain nombre d'équipements très importants autour du Futuroscope. Vous savez que 10% des sciences de l'ingénieur sont maintenant au Futuroscope. Donc ce sont des grands projets. Vinci... Alors comment ça se passe? Parce que c'est quand même une première de confier une concession à un groupe privé comme le vôtre. On en est où aujourd'hui? Écoutez, on est justement au stade où le contrat vient d'être envoyé au Conseil d'État. Il devrait être validé d'ici la fin de l'année. On a déjà démarré les réunions de concertation sur ce projet. Et donc, en réalité, c'est un projet qui est lancé aujourd'hui. Alors, juste pour ceux qui nous regardent, il faut rappeler que donc Paris-Bordeaux, ça sera en combien de temps? En 2 heures. Paris-Bordeaux en 2 heures. Un projet de 7,2 milliards d'euros. 300 km de liaison à grande vitesse nouvelle créée. Et avec beaucoup d'emplois, la clé dans toute la région? Alors entre 2000 et 4000 emplois mobilisés sur la région, 1300 emplois créés directement, dont 400 qui seront sans doute des emplois en insertion. C'est un engagement qu'on a pris, un engagement très fort pour nous. Et un siège à Poitiers? Un siège à Poitiers, dans un bâtiment basse consommation. Et puis une démarche innovante sur le plan à la fois économique, social et environnemental. J'ai une petite fierté, si vous permettez, sur ce sujet, parce que c'est moi qui ai fait les partenariats publics-privés quand j'étais Premier ministre. Et si on fait ce type de projet aujourd'hui, comme on a pu faire un centre pénitentiaire dans le sud de la Vienne de manière très importante, c'est grâce à cette ingénierie financière qui nous permet aujourd'hui de financer des grands projets. Alors j'ai vu quand même que vous attendez de la part des collectivités locales, je crois, 1,8 milliard d'euros pour vous aider donc, sur ce projet. Est-ce qu'elles sont en mesure de le faire, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire avant? C'est possible? Alors peut-être l'un et l'autre, allez-y. Alors moi ce que je peux dire, c'est que c'est effectivement un projet dont la charge est assez équitablement répartie entre le secteur public et le secteur privé, à peu près moitié-moitié. Et sur la part qui est apportée par le secteur public, ce sont l'État et les collectivités locales qui se répartissent effectivement cet effort. Jean-Pierre Raffarin? Moi, je salue le courage des élus, aussi bien ceux du Conseil général. Ça intéresse 56 collectivités quand même sur le trajet. Et les agglomérations, l'agglomération de Poitiers et les villes ont souvent moins de capacité financière que les départements ou les régions. Aussi bien à Poitiers qu'à Châtellerault, les collectivités territoriales se sont engagées. Le département de la Vienne s'est mobilisé. La région, après avoir un peu retardé le dossier, s'est aussi engagé. Je pense qu'il y a là un bon sens des responsabilités entre élus de droite et élus de gauche qui investissent pour des grands chantiers d'avenir. Il n'y aura pas de retard, hein, monsieur Louis-Roch Burgard? Bien entendu que non. Vous me dites non. Bon, on se souviendra de vos propos. En tout cas, merci d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Jean-Pierre Raffarin, on va revenir un peu à la politique. Il y a eu beaucoup de questions de la part de... L'emploi, c'est aussi la plus belle des politiques. Vous avez raison. Pour un élu sénateur comme moi, Center Park dans le Loup-du-Nez ou le chantier Vinci, c'est vraiment de la belle politique. Et quand on fait ça avec des élus responsables comme ceux que vous avez interrogés tout à l'heure, c'est aussi de la belle politique. Ça ne ressemble pas toujours à celle qu'on voit à Paris. Alors, on a eu beaucoup de questions de la part de nos internautes sur la retraite, sur les retraites des sénateurs. On a vu que l'Assemblée nationale avait fait quelques efforts, des avancées. Le Sénat, on en est où? Vous êtes
vous seriez partisan de quoi? On a enclenché une réforme d'augmentation de nos cotisations et d'harmonisation sur les régimes communs. Et donc on est enclenché, tout comme l'Assemblée nationale, un processus est mis en place au Mais Sénat. vous seriez même, vous, pour aller je pense que à un régime général qui serait le même, en fait, je pense que ce qu'il faut tenir compte, c'est que les gens font de la politique, on est soumis à des élections. Et donc on a des mandats qui sont en général plus courts. Surtout moi qui ai raccourci le mandat de sénateur, parce que le mandat de sénateur était 9 ans, je l'ai ramené à 6 ans, ce qui fait qu'il y a des gens, pendant 6 ans, ils abandonnent leur métier, et ensuite, s'ils viennent du privé, ils ne peuvent pas le retrouver. Donc il faut trouver un système qui soit juste pour tout le monde, et c'est ce que fait actuellement la commission mixte qui s'occupe de cela. Alors justement, d'une façon un peu plus générale, on a remarqué que le Sénat, ces derniers mois, avait fait preuve, on va dire, d'indépendance. On va faire un petit retour en arrière avec ce reportage de Tam Tram Nuit, on le regarde ensemble. Le palais du Luxembourg assiégé, commenté sous le feu des projecteurs. La très médiatique réforme des retraites a attiré toutes les attentions sur le Sénat. Il faut dire que la Chambre haute a donné du fil à retordre au gouvernement. Comme à l'Assemblée, l'exécutif a trouvé le moyen d'accélérer le débat. Le vote unique, dénoncé comme un coup de force par l'opposition, a permis d'aboutir à une adoption vendredi. Le Sénat a adopté l'ensemble du projet de loi portant réforme des retraites. Mais tout de même, le Sénat aura tenu 3 semaines contre 1 au Palais Bourbon. Serait-il donc moins obéissant ? Le Sénat a peut-être plus d'autonomie, plus de liberté que l'Assemblée nationale. Au Sénat, l'UMP n'a pas une majorité automatique. Elle n'a une majorité que s'il y a les centristes en même temps. Résultat, il faut négocier, composer, distiller les concessions. S'y ajoute la personnalité de Gérard Larcher, le président du Sénat. Ses chevaux de bataille, plus de lumière sur le travail législatif et plus de contrôle de l'action du gouvernement. Et sur son action pèse un enjeu de taille, les élections sénatoriales. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, on peut se dire que la gauche, prise dans sa dimension la plus large, est susceptible d'être majoritaire au Sénat. 2011, l'année où tout pourrait donc basculer. L'arrivée de la gauche à la tête de la Haute Assemblée serait historique. Mais avant cela, il y a encore la réforme très discutée des collectivités territoriales. Le Sénat n'a pas fini de faire parler de lui. Quelques mots justement sur le Sénat, Jean-Pierre Raffarin. Le vote bloqué de la part du gouvernement au Sénat jeudi dernier pour gagner au fond quelques heures sur la réforme des retraites. Je sais bien qu'il s'agissait d'articles additionnels. Est-ce que franchement c'était nécessaire ? Oui, je pense, parce qu'on savait très bien, on est 2 fois moins nombreux que les députés, on a discuté 2 fois plus de temps. Donc on a quand même pris beaucoup de temps. Il y a un moment qu'on savait bien que le Parti socialiste, 10 ans avant ils étaient contre, 5 ans avant ils étaient contre, 8 jours avant ils étaient contre, et le jour où ils étaient contre, on savait bien que les votes étaient faits. Donc ce n'était pas la peine de traîner, il y a beaucoup d'agitation. Ça n'a pas mis un petit peu Gérard Larcher, le président du Sénat, non, en difficulté, il avait dit qu'on irait au bout du bout. Dans le pays aussi, il y a des gens qui trouvent que tout ça dure beaucoup de temps, et qu'il faudrait mieux essayer de passer à l'acte 2 plus rapidement. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui ne souhaitent pas qu'on s'éternise dans ces contestations, protestations, qui par exemple pour l'ordre public ont des conséquences souvent assez graves. Donc le mieux était d'accélérer quelque peu. Tout ce qui s'est passé là récemment va laisser des traces au moment des élections sénatoriales du mois de septembre prochain ? Vous savez, personne ne peut dire comment on sort d'une crise. Très souvent, dans les crises, par exemple des crises venant plutôt de la gauche, on profite électoralement à la droite. Donc il faut être bien malin pour savoir à qui profitent les crises, et il ne faut pas avoir un intérêt politique dans les crises. Il faut surtout recoudre, comme je vous le disais, le tissu social. Il ne faut pas capitaliser sur une crise. On ne sait jamais comment ça tourne. La responsabilité d'un homme d'État, c'est d'étudier la situation avec le maximum de sagesse. Les sénatoriales, vous les voyez difficiles pour la majorité ? Je pense que relative aujourd'hui d'ailleurs. Comme on a eu de très mauvaises municipales et de très mauvaises régionales, il serait difficile d'avoir de très bonnes cantonales. Donc on va faire l'effort nécessaire. Le climat contraint énormément, mais au Sénat, comme on est élu par les maires et par les élus locaux, il est clair que quand vous perdez des municipales et quand vous perdez des élections territoriales, vous avez un impact sur le résultat mathématique, mécanique, sur le résultat des sénatoriales. Alors le fameux remaniement annoncé, je pense que ça va être bientôt, dans les jours qui viennent, j'imagine. Vous en avez parlé d'ailleurs avec le président de la République récemment, enfin ce week-end ? Oui, mais je ne vous en dirai rien. Bon, est-ce que c'est en termes de signal pour l'opinion publique, est-ce que ça peut être l'amorce d'une sortie de crise ? Je veux dire, qu'est-ce que changer les hommes, ça peut suffire ? Je pense que c'est une césure institutionnelle très importante.
On a eu 3 premières années et demie de réformes, de rythme accéléré et au fond, y compris avec cette réforme des retraites, de changements difficiles. Je pense que maintenant, il faut regarder un peu ce qui a été fait, valider ce qui a été fait, corriger éventuellement à la marge pour que les textes soient plus efficaces. Il faut recoudre un peu notre société quand il y a des déchirures. Il faut mener une politique de rassemblement. Souvent, les réformes sont clivantes. Aujourd'hui, je pense que l'attitude, la politique doit plutôt être un rassemblement. Alors, vous dites rassemblement, vous avez dit aussi il y a un instant césure. Quand on dit césure, ça veut dire que vous souhaitez un changement de Premier ministre. Ce n'est pas un souhait que je peux formuler. C'est au président de la République de dire comment il entend mener son quinquennat. C'est sa seule responsabilité. Si vous demandez votre avis, vous direz quoi ? Jamais un président de la République demande un avis sur une nomination d'un Premier ministre. Je peux vous le dire, la nomination du Premier ministre, c'est un acte personnel. Sans parler de nom, quand on dit remaniement... Moi, je pense qu'il faut un acte 2 avec un rythme différent, avec des attitudes différentes, et un acte 2 dont le rassemblement et l'apaisement seront les premières vertus. Alors, ce serait quoi le profil, je dirais... Je ne vous donnerai pas le nom du prochain Premier ministre. Non, pas le nom. Non, vous voulez savoir si c'est M. Borloo, Mme Alliot-Marie, M. Le Maire, vous citez M. quand même Barouin, M. Borloo en numéro 1. Ça. Mais je peux citer beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont la capacité d'assumer ces responsabilités. Plus social compte tenu de ce qui s'est passé. L'autorité d'un Premier ministre dépend de ce lien personnel qu'il a avec le président. Parce que c'est le président qui est élu au suffrage universel. C'est donc le président qui a la légitimité et qui, par ce choix personnel, le délègue au Premier ministre. Donc ça ne concerne que le président. Et un profil, je dirais, un petit peu plus social, ça vous irait bien ? Je pense que ça va être une priorité parce que après ces débats, après ces réformes, je pense qu'il faut essayer de valoriser la cohésion sociale du pays. Et si François Fillon, après tout, restait à Matignon, vous pourriez dire quoi ? Je pense qu'il faudrait exprimer ce nouveau rythme, ce nouveau temps. Donc ce sera un nouveau Fillon ? Par des initiatives. Et il peut très bien y avoir un Fillon 2. Mais ce serait possible, c'est au président de le déterminer. Moi, ce que je pense, c'est que l'acte 2 doit être différent de l'acte 1. Dans la continuité, mais différent. Alors, et vous-même, Jean-Pierre Raffarin, en cette période de crise, on pourrait imaginer que vous pourriez être très utile. Alors peut-être que vous allez me dire, mais je suis utile là où je suis. Une offre de service pour entrer dans un gouvernement justement pour être utile au pays, ça vous plairait pas ? Aucune offre de service de ma part. Moi, j'aime mon pays, je le sers, je fais ce que je dois faire, mais je ne suis pas sur le marché du mercato ministériel. Mais si Nicolas Sarkozy vous le demandait, vous accepteriez ? Ça le regarde, et ça le regarde lui seul. Mais au fond, donc, vous préférez peut-être votre liberté de parole que vous utilisez de temps en temps. J'aime beaucoup ma liberté de parole et j'aime beaucoup cette autonomie. Et j'ai remarqué que le président a souvent de la sympathie pour ceux qui sont libres. Il vous écoute ? Je ne vais pas me plaindre. Justement, en parlant de Nicolas Sarkozy, 2012, ça va arriver très très vite. Est-ce que pour vous, au fond, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire qu'il bat aujourd'hui des records d'impopularité, certes nous sommes très loin encore de l'élection présidentielle, mais tout de même, est-ce que pour vous, Nicolas Sarkozy est le seul candidat potentiel, incontournable et obligatoire en 2012 ? Est-ce qu'au fond, un autre candidat de la majorité pourrait être candidat si, d'aventure, Nicolas Sarkozy ne souhaitait pas ou ne pouvait pas être candidat ? Je ne le crois pas parce qu'il n'y a pas de place dans le camp du président contre le président. Ça, c'est la Ve République qui nous l'a appris. Et donc, si le président veut être candidat, personne ne pourra le challenger. Donc je pense que 2012 est très ouvert. Certes, nous connaissons une période de difficulté, mais le Parti socialiste n'a pas profité de cette période pour se montrer comme un parti de gouvernement. On n'a pas vu de leader émerger, on a vu plutôt un retour de Ségolène Royal. On ne voit pas la vraie ligne politique du Parti socialiste. Et finalement, ce sont ceux qui ont quitté le Parti socialiste ou qui sont en marge du Parti socialiste, comme M. Mélenchon, qui aujourd'hui occupe la scène. Donc je pense que le Parti socialiste ne profite en rien d'une situation qu'il aurait sans doute espéré utiliser. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, compte tenu des sondages dont je parlais, peut être en situation de gagner. Pour vous, il n'y a pas de problème en 2012. Je pense que Nicolas Sarkozy sera jugé sur son action. Vous savez, Nicolas Sarkozy, il n'a pas promis ni la gentillesse, ni la convivialité, il a promis l'efficacité. Donc si, comme je le pense, les réformes sont efficaces et si
on peut retrouver, grâce à la politique économique, ce qui est le signe actuel, une reprise économique, une amélioration sur le terrain de l'emploi. Si Nicolas Sarkozy est en bonne situation sur sa promesse, qui est celle de l'efficacité, il pourra naturellement être élu. Est-ce qu'il faudrait, je dirais, en plus ou à côté de Nicolas Sarkozy, un candidat du centre? On peut rappeler que vous avez eu des responsabilités importantes dans ce qu'était l'UDF, par exemple. Est-ce que ce serait important, pour peut-être aider le chef d'État actuel, d'avoir un candidat du centre en 2012? Ce n'est pas son analyse, et donc on sera obligé de tenir compte. Je pense qu'il n'y a pas d'autre analyse que celle du candidat. Lui, il dit clairement que ce qui fait la dynamique du second tour, c'est l'avance que nous avons au premier tour. Donc un candidat du centre de la majorité présidentielle pourrait affaiblir le score que fait le candidat Nicolas Sarkozy au premier tour. Donc je pense que le président de la République souhaitera que sur l'espace de la majorité présidentielle, il n'y ait qu'un seul candidat. Ce qui veut dire que le seul candidat du centre sera extérieur à la majorité présidentielle. D'accord. Et juste, je reviens un petit peu sur le calendrier. Est-ce que c'était une bonne idée, au fond, d'avoir annoncé un remaniement ministériel si longtemps à l'avance? C'était bien? Je pense qu'il y a un avantage, c'est que si on avait nommé un Premier ministre au mois de mars après les élections, il serait aujourd'hui en situation, un nouveau Premier ministre, très difficile. Donc le Président de la République a sans doute eu raison d'attendre pour nommer quelqu'un après la réforme des retraites. De ce point de vue-là, c'eût été difficile. Il est évident qu'annoncer un gouvernement à l'avance fait que l'échéance est connue de tout le monde et tout le monde se place sur le mercato politique, dont il y a ceux qui veulent rester, il y a ceux qui veulent entrer, et que tout ça fait assez désordre et n'est pas vraiment à la hauteur de ce que je me fais du service de la France. Toute dernière question sur ce volet politique. On a appris la disparition d'un grand élu régional, Georges Frêche. J'imagine que vous l'aviez connu, approché. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui ? Mes racines chrétiennes me conduisent à ne jamais dire de mal de quelqu'un qui vient de nous quitter. Donc je saluerai simplement un Girondin. C'est tout. Comme moi. Merci beaucoup. Alors on arrive à la fin de cette émission. C'est le moment de donner, c'est la tradition, la parole à un confrère de la presse quotidienne régionale, c'est Philippe Bruyère. Vous êtes responsable de la rédaction de la Nouvelle République du centre-ouest, qui vous a écouté depuis le début de cette émission, qui va maintenant vous interroger. Et Philippe, vous vouliez d'abord parler à Jean-Pierre Raffarin d'une de ses propositions importantes qui concerne la ceinture de sécurité. Je rappelle qu'on est en ce moment pas moins des vacances de la Toussaint. Tout à fait. Il y a quand même pas mal de monde sur les routes, malgré les difficultés d'approvisionnement. Eh bien, allez-y, Jean-Pierre Raffarin est avec vous. La ceinture de sécurité dans les bus scolaires. Qui transportent les enfants. Dans la Vienne, on se souvient de cet accident dramatique qui avait coûté la vie à un jeune collégien du Loup-du-Nez, Quentin. Romain, c'est le grand frère qui se bat aujourd'hui avec beaucoup de courage. Avec beaucoup de courage, effectivement. Et donc, à la suite de ce décès, il y a une grande campagne qui s'est mobilisée pour instaurer la ceinture de sécurité dans les bus scolaires, notamment dans les plus anciens. Vous avez fait une proposition de loi. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Eh bien, cette proposition de loi est signée par une grande majorité de sénateurs, y compris des sénateurs de gauche. Mais pour le moment, on a un encombrement parlementaire tel qu'elle n'est pas encore venue en commission des lois. Elle y viendra. Mais moi, je suis très favorable à ce qu'on impose la ceinture de sécurité dans les bus scolaires. Et il y a beaucoup trop d'enfants qui jouent, qui se déplacent et qui risquent leur vie, comme c'était le cas pour Quentin Bonnet. Et donc là, je pense qu'il faut, pour la mémoire de Quentin, pour la sécurité de tous les enfants, obtenir cette décision. Donc je relance en permanence la commission des lois. Ça pourrait donner quoi dans le calendrier, ça? Eh bien, c'est une décision. Alors, les constructeurs sont un peu hostiles à cela parce que ça veut dire qu'il faudrait changer tout le matériel. Les conseils généraux, quelquefois, sont aussi hostiles parce que ça voudrait dire des budgets supérieurs. Donc la question, c'est de savoir si on fait ça pour 2012, 2015. Et donc il y a un échéancier. Mais j'ai eu l'appui d'un certain nombre d'autorités. La Ligue de la violence routière qui se bat contre la violence routière est sur cette question-là. Je pense que la sécurité routière est un élément très important. C'est un point sur lequel j'étais en désaccord avec quelques-uns de mes collègues sénateurs qui ont pris des positions sur ce sujet. Moi, je pense que la sécurité routière doit rester une priorité et l'État ne doit pas avoir la main qui tremble sur le sujet. Quand vous dites pas la main qui tremble, ça veut dire que, par exemple, il faut rester dans le même degré de sévérité. Absolument. Sur le nombre de points, etc. Là-dessus, vous êtes intraitable.
on a économisé des milliers de morts. Il faut avoir vu ce que c'était dans une famille que des accidents de perte de vie à cause de la violence routière, que ce soit à cause de l'alcool, que ce soit à cause de la vitesse. Tout ceci, il faut surtout que l'État français respecte ses engagements sur ce sujet. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une maladie française liée à la vitesse sur les routes. Philippe Bruyère, autre question. Allez-y. Autre question. Nous sommes ici au Futuroscope. Il y a quelques jours, le Conseil général de la Vienne a décidé de céder l'exploitation du parc à la Compagnie des Alpes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était nécessaire? Je pense que c'était nécessaire parce que je pense qu'il faut, pour assurer l'avenir d'un équipement de cette nature qui s'est imposé comme un grand équipement international, qu'il faut pouvoir s'appuyer sur un groupe financier important. Et là, on a eu la chance d'avoir un groupe financier qui est en même temps un groupe d'intérêt public, qui est la Caisse des dépôts en fait. Donc c'est à la fois de l'argent professionnel, mais en même temps avec une clause d'intérêt général. Donc on reste dans la culture du parc qui n'est pas une culture d'être un produit privé, mais d'être un produit d'intérêt général. On reste dans cette culture, mais on s'adosse à un partenaire financier qui sera aussi partenaire du grand projet de Center Parc, ce qui fait que toute la Vienne va pouvoir, à l'occasion d'une structure juridique que nous sommes en train d'étudier, pouvoir rassembler ces outils pour disposer d'une force d'attractivité. Vous savez qu'on a aussi l'île aux serpents, on a un site de crocodile, on a beaucoup de choses qui sont dans la Vienne très importantes. Nous sommes devenus en peu de temps un territoire touristique, c'est-à-dire un territoire à forte attractivité. C'est un élément très important. Claude Berthaud, le Conseil général, est à fond engagé dans cette bataille. Moi, je crois qu'il faut continuer sur cet axe, ce qui est quand même pas si évident. Mon ami Dominique Bussereau, qui est un champion du tourisme avec la Charente-Maritime, il a quand même trouvé dans sa besace l'océan Atlantique. La Vienne, il y avait des champs de betteraves, il y avait des champs de blé, c'était pas si évident que ça. Eh bien, on y a réussi et je pense que c'est une fierté collective. Philippe Bruyère, votre dernière question? Dernière question. Vous parliez de Center Parc, justement. Est-ce que le sénateur Jean-Pierre Raffarin aurait pu parvenir à un tel résultat avec d'autres partenaires, le Conseil général, etc., s'il n'avait pas eu cette fonction d'ancien Premier ministre? Quel poids vous avez joué? C'est clair que, évidemment, aujourd'hui, sur des sujets qui impliquent un grand groupe privé, la Caisse des dépôts, le département de la Vienne, j'ai été au carrefour de plusieurs sujets. Donc j'ai permis, avec Claude Berthaud, mais je suis un consultant à la disposition du président du Conseil général sur cette affaire. Mais j'ai bien fait mon travail de consultant. Merci beaucoup Philippe Bruyère. Bénévole. Alors on arrive quasiment à la fin de cette émission. Merci en tout cas Jean-Pierre Raffarin. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous la retrouverez évidemment plusieurs fois cette semaine sur notre antenne, sur notre portail également public.sena.fr. Faites-nous part d'ailleurs au passage de vos remarques et de vos commentaires. Merci en tout cas à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Laurent Elkabbach, Oriane Mancini, Anne-Marie Moreau, Laurence Pomaret et bien sûr notre réalisateur Philippe Lallemand. Merci également à l'équipe du Futuroscope de nous avoir permis de réaliser cette émission ici, dans la Cité du Numérique. Et puis on se retrouve d'ores et déjà, le prochain numéro de Terrain Politique, ce sera à Lille le mois prochain avec Martine Aubry. Merci à tous et très bonne soirée sur Public Sénat bien sûr. Bonsoir.